Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette troisième étape de la Vuelta. On a vu enfin du cyclisme, parce que sur les 2 premiers jours, c'était plus de la survie qu'autre chose. Même s'il y a encore eu des soucis d'organisation, notamment pour Remco Evenepoel, et on va y revenir. Même s'il a gagné, je pense qu'il est un petit peu vénère ce soir, qu'il va pas falloir lui marcher sur les arpions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Ce que vous avez pensé encore une fois des soucis d'organisation. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Athlétisme, Formule 1, j'ai pas encore regardé les qualifs, mais il y aura le Grand Prix des Pays-Bas, mais ça arrivera avec un petit délai. Je pense plutôt mercredi pour le Grand Prix des Pays-Bas que mardi. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez réagir dans les commentaires. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Petite préférence quand même pour Spotify. TikTok, vous avez le débrief qui est arrivé de l'étape vers 17h50. Et puis on commence tout de suite avec cette troisième étape de la Vuelta. On arrivait en montagne du côté d'Andorre avec 2 difficultés qui s'enchaînaient pour cette étape numéro 3 et surtout l'arrivée qui était du côté de Arinzal et avant on avait le col d'Ordino. Étape qui a été intéressante même si le vent de face, et on en avait parlé lors de la présentation des conditions météo avec ce vent de face qui était même plus fort je pense qu'indiqué par la chaîne météo la veille, a eu des conséquences et que la course a eu du mal à se déclencher parce que c'était compliqué de faire des écarts. Ça a été plus des équipiers qui ont fait l'écrémage que véritablement les leaders, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à avoir un groupe d'une bonne dizaine de coureurs dans le final pour se battre pour le sprint. Et ce qui fait que le placement était prépondérant, surtout avec cette épingle à 150 mètres où il fallait être extrêmement bien placé. Et Remco Evenepoel l'a bien compris parce que à ce moment-là, lui, il était bien placé, ce qui n'était pas le cas, par exemple, de Roglic, ce qui n'était pas le cas de Martinez, qui eux étaient un petit peu plus en retrait à ce moment-là, même si Martinez fait une bonne étape et on y reviendra également. Donc étape qui m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à grand chose. Je me disais, vent de face, la côte de Arinzal, c'est 2 km très dur, mais ça reste une côte de 8 km. Il y a 2 km qui sont difficiles. Le reste, je ne sais pas si on roulera vraiment à fond. Ordino, c'était quand même très roulant. Même si c'est long, c'était roulant. Donc je me disais, est-ce qu'on va vraiment se faire la misère ? Je m'attendais plutôt à un sprint comme aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que la course se décante autant. Ça, je me disais, on va se retrouver à avoir une trentaine de coureurs. Il n'y a aucun leader qui va se faire avoir. Et pourtant, ce soir, on a déjà des mecs qui sont à 2 minutes. Dunbar, Landa et à 1,20. Aujourd'hui à l'étape. Ineos, c'est quand même l'échec complet. Donc il y a déjà des enseignements à tirer de cette première journée avec des mecs qui ne sont pas dans le coup pour le général. Et on a des coureurs qui semblent performants et semblent plutôt en forme en ce début de Vuelta. Donc je trouve que c'est une étape qui est intéressante de ce côté-là. C'est une étape qui est assez sympa. Et puis comme sur le Tour, j'ai l'impression qu'on a des coureurs comme Ayuso qui veulent faire du spectacle. Un peu à la Pogacar, et ça va peut-être nous amener, nous dynamiter un petit peu la course. Et puis Sepkas, par exemple, qui a tenté des choses, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a tenté 3 cartes du côté de Jumbo, et surtout pour le moment on voit pas trop qui se détache entre Roglic et Vingegaard. On en reparlera un petit peu après quand on parlera de la Jumbo dans cette vidéo. Bon, par contre cette étape intéressante, je dirais pas une belle étape, c'est pas la plus belle étape de cycliste que j'ai vue dans ma vie, mais cette étape intéressante au niveau de cette Volta a encore été gâchée par un problème d'organisation avec la zone d'arrivée, parce que juste après l'arrivée, donc Remco Evenepoel est tombé. Alors il est tombé, il a percuté, je pense, une soigneuse, de toute façon une personne accréditée, puisqu'on était dans la zone juste après l'arrivée, et ça c'est dû encore à un problème d'organisation. Alors déjà, il y avait un virage pas très loin après l'arrivée, et surtout, c'était pas sanctuarisé. C'est-à-dire souvent, sur les courses de cyclisme,
les 250 mètres après l'arrivée, il y a... Alors, sur le Giro, souvent vous avez les photographes, mais qui sont collés dans une zone, et qui sont collés dans une zone sur le bord de la route, et souvent c'est quand même sanctuarisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de personnes dans ces zones d'arrivée. C'est réservé aux soigneurs, mais les soigneurs ne sont pas collés à la ligne d'arrivée, ils ne sont pas 50 mètres après la ligne d'arrivée, normalement ils sont 250 mètres à peu près, juste après la ligne d'arrivée. Sauf que là, dans les 100 derniers mètres, parce que l'arrivée était à moins de 100 mètres, on la voyait très bien sur les caméras, donc je pense qu'il n'y a même pas 100 mètres entre l'endroit où a eu lieu la chute et l'arrivée, et bien on avait énormément de public avec des photographes, des soigneurs. Et surtout, il n'y avait pas de zone où les coureurs pouvaient passer, c'est-à-dire ça prenait toute la route à cet endroit-là. Parce que, par exemple, sur le Giro, les photographes, ils sont collés d'un côté de la route. Mais il y a un autre côté de la route où il n'y a pas de photographe, où vous avez l'espace de passer vraiment librement. Là, on avait l'impression d'être sur l'étape du Tour de France, l'étape du col de la Lauze, où il n'y avait plus d'espace pour les coureurs, ou l'étape avec le col de Jouplane, où il n'y avait plus d'espace pour les coureurs. On avait vraiment l'impression de ça, mais après un sprint, c'est une catastrophe. Et tu ne vas pas me faire croire que du côté de la Vuelta, on ne pouvait pas faire autrement, on pouvait limiter le nombre de personnes au sommet de cette difficulté et surtout créer un corridor où les coureurs pouvaient passer sans être affectés et sanctuariser une zone assez longue. Parce qu'on savait qu'aujourd'hui, avec le vent de face, avec ces premières étapes de montagne, on sait comment ça se passe souvent sur les grands tours, sur les premières étapes de montagne, qu'on avait quand même des possibilités d'avoir une arrivée au sprint, d'avoir un sprint aujourd'hui. Donc il fallait sanctuariser cette zone. Je comprends pas, encore une fois, l'organisation. Mais je rappelle que on tape pas trop. Le co-organisateur de cette Vuelta, et je rappelle celui qui possède la société d'organisation de la Vuelta, c'est AESO. C'est quand même incroyable que cette année, je dise que la course qui a été le mieux organisée sur les 3 grands tours, c'est le Giro. Ça montre bien qu'il y a un vrai souci. AESO a un vrai problème d'organisation. C'est bien de prendre l'argent, mais il y a un moment, il faut savoir organiser derrière. Mais bon, encore une fois, tant que l'UCI ne tapera pas sur les organisateurs de courses World Tour, je précise bien World Tour parce qu'il tape facilement sur les plus petits organisateurs, mais tant que l'UCI ne tapera pas sur les gros organisateurs, tant qu'à un moment les directeurs d'équipe ne taperont pas non plus au niveau de la sécurité sur les organisateurs de courses, et tant que tous les coureurs ne s'exprimeront pas comme s'exprime Remco Evenepoel à l'arrivée des courses sur la sécurité, j'ai peur qu'on n'ait pas beaucoup de changements et que ce genre de choses se produisent de plus en plus parce qu'on le voit, ça se dégrade d'année en année la sécurité sur les courses. C'est pas ça, sur la Vuelta, il y a 3-4 ans, ça n'arrivait pas. Pourquoi ça arrive cette année ? Parce que ça se dégrade de plus en plus, parce que je sais pas, il y a un laisser-aller depuis la Covid sur les organisations de courses et là, ça devient du n'importe quoi, vraiment. Et si on veut pas perdre les spectateurs et si on veut pas perdre les fans de cyclisme et si on veut pas perdre également les jeunes qui se lancent dans le cyclisme avec des parents qui ne voudront pas que les jeunes se lancent dans le cyclisme parce qu'ils disent regarde sur les grandes courses il n'y a pas la sécurité, alors sur le petit critérium de mon cul sur Pioule ça sera encore pire. Il y a un moment, il faut que les instances réagissent, mais réagissent maintenant, parce que dans 2 ans, 3 ans, si on continue à laisser faire, ça va être une catastrophe. Bon, note de l'étape, j'ai mis 13 sur 20. C'est une étape qui est encourageante. C'est pas la meilleure étape de cyclisme que j'ai vue, mais c'est une étape qui est encourageante pour la suite de cette Vuelta. Dommage, c'est le vent de face. Le vent de face a vraiment annihilé les possibilités d'attaque. On avait un vent qui était quand même assez fort sur les coureurs, donc ça a vraiment gêné la progression des coureurs dans les montées. C'était très compliqué de faire des écarts. On a vu Caruso a pu tenir la roue de Kemna très très longtemps. Pareil dans le peloton où quand Ayuso tente d'attaquer, il fait pas l'écart parce que derrière on peut se recaler dans sa roue très facilement. Mais on a eu quand même des attaques et c'était assez sympa. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, ils sont pas 150 000 sur cette Vuelta, mais ils sont quand même plus nombreux que sur le dernier Giro, je pense. Je commence avec Lenny Martinez. Du côté de Lenny, alors je rappelle le bilan des Bleus. Coureur français complet ou coureur étranger dans les équipes françaises. C'est dit,
Donc le mec qui vient m'envoyer un message dans les commentaires en me disant pourquoi tu parles de Steph Kras dans les coureurs, dans le bilan des Bleus, c'est dit, c'est acté, les règles sont posées. On ne vienne pas m'emmerder après derrière. C'est pas le bilan des Français. Voilà, c'est le bilan des Bleus. Donc à partir du moment où je dis bilan des Bleus, à partir du moment où ça a toujours été cette règle-là depuis le départ des vidéos sur la chaîne, voilà, bon, qu'on m'emmerde pas derrière. Si je parlais que des coureurs français, j'aurais appelé ça le bilan des Français. J'aurais pas appelé ça le bilan des Bleus. Je commence avec Lenny Martinez de la Groupama FDJ, très bon aujourd'hui. C'est un vrai test quand même en dehors pour Lenny Martinez. Mais comme depuis le début de sa carrière, il n'est pas décevant. C'est-à-dire qu'on l'attend à chaque fois sur des gros tests. Et il répond présent, Lenny Martinez. Il a bien répondu présent aujourd'hui. Et il a fait vraiment une belle étape. Bien entouré également parce que Mollard finit si on regarde où finit ses coureurs de la Groupama FDJ aujourd'hui. Rudy Mollard est 49, Monsteror est un peu plus loin mais il est tombé hier. Il y a Romain Grégoire donc aussi a bien protégé 79e. Donc voilà, on a des coureurs qui ont fait le job aujourd'hui. Et surtout, Lenny Martinez a bien tenu dans le final parce que dans les 3-4 derniers kilomètres, il n'y avait plus grand monde autour de lui. Et il a très très bien fini, Lenny Martinez. Donc bravo pour le coureur français. C'est vraiment une très très bonne chose. Voilà, il a fait du très très bon travail aujourd'hui. Il a été très performant. Donc voilà, très satisfait de ce qu'a fait Lenny Martinez aujourd'hui sur cette étape. Et c'est très encourageant pour la suite. La particularité de Lenny Martinez, c'est qu'il va falloir voir comment il va tenir sur 3 semaines. On a vu avec Skelmose sur le dernier Tour de France, ça a tenu une semaine et puis à la fin de première semaine ça a été compliqué. Voilà, il faudra déjà voir comment ça fonctionne après la fin de la première semaine parce qu'il ne sait pas comment son corps va réagir à 21 jours de course. Et ça va être la particularité de Lenny, mais c'est vrai qu'à 20 ans, être avec les meilleurs, c'est quand même sacrément solide ce qu'il réalise pour le moment. On rappelle 12e du Tour de Pologne, vainqueur du Mont Ventoux dénivelé Challenge, 18e du Dauphiné, 2e de la classique Grand Besançon notamment, 12e du Tour de Catalogne, 8e du Grand Prix La Marseillaise. Ça c'était au mois de janvier. C'était déjà il y a quasiment 8 mois. Maintenant, donc belle perf de la part de Lenny Martinez. Et puis vent de face, c'est pas forcément évident pour lui parce que c'est pas le coureur qui a le plus de puissance, seulement 52 kg, donc il a vraiment bien tenu le coureur français. On poursuit avec Steph Kras, belle perf également de Steph Kras, le Belge, qui finit dans un deuxième groupe. Alors il n'est pas dans le groupe Lenny Martinez, il est dans le groupe un peu derrière, mais il finit quand même devant un Rensman, devant Buitrago, devant Cepeda de la Cara Rural, devant Romain Bardet par exemple, devant Juan Pedro Lopez. Donc ça c'est plutôt très intéressant ce qu'a réalisé Steph Kras. À 13 secondes seulement, il a bien fini dans le dernier kilomètre parce qu'il était encore un petit peu loin à 1,5 km de l'arrivée, mais il a vraiment bien réussi à rectifier le tir. Je rappelle que Steph Kras, pour un top 15 sur ce Tour de France pour la Total Energy, ça pourrait être un coureur très intéressant s'il n'y a pas la malchance derrière pour Steph Kras, parce que c'est vrai que depuis le début de saison et même les années précédentes, il n'a pas forcément été verni. Steph Kras, on rappelle, il avait touché une spectatrice lors de la 8e étape, l'étape de Limoges. Donc on espère que ça se passerait bien pour le coureur belge. Mais il a les qualités pour faire top 15 de cette Vuelta, voire mieux. Parce que lui, il arrivera peut-être avec plus de fraîcheur, du fait qu'il a fait que 40 jours de course, quand on a des Sepkus et autres qui sont à 56, 57, 58 jours. Donc il va arriver avec beaucoup de fraîcheur. Il n'a pas couru depuis le Tour de France. Donc il arrive, il n'a pas couru pendant quasiment un mois et demi. Et ce qui montre qu'il est déjà dans le tempo aussi, parce que quand vous n'avez pas couru depuis un mois
mois et demi, des fois la remise en route est compliquée. C'est ce que disait un petit peu Romain Bardet hier en interview. Et là, ça s'est plutôt très bien passé pour Stef Kras. Donc c'est plutôt très satisfaisant pour le coureur belge qui voilà, a des bonnes qualités, on le sait, et qui est capable de faire un top 15. C'est ça en plus, 4e Vuelta à Stef Kras. Donc c'est un coureur qui a pas mal d'expérience. Il en a fini 2 déjà dans sa carrière des Vuelta sur les 3. Enfin, ça c'est sa 4e participation. 20e au général en 2021 et 76e en 2019. Il avait fini 6e du classement des jeunes en 2021. Sinon, c'est les 2 seuls grands tours qu'il a fini dans sa carrière, parce que ces 2 participations au Tour de France se sont terminées avec un abandon. Et c'est la première fois qu'il enchaîne Tour et Vuelta la même année, Stef Kras. Donc on va voir aussi comment ça va tenir, mais encore une fois, comme il n'a pas fait un tour complet, ça devrait plutôt bien se passer, parce qu'il n'a pas beaucoup de jours de course dans les pattes. Romain Bardet, plus moins. Alors, j'ai pas compris la stratégie de la DSM, parce que Romain Bardet, depuis le contre-la-montre, même avant le contre-la-montre par équipe, il nous dit « Bon, j'ai eu une saison tellement galère que ma condition physique est pas top, j'ai été malade, je suis tombé sur le Tour de France en étant malade, il est retombé malade derrière, donc c'est vraiment une saison un peu galère pour Romain Bardet. Et depuis le début, il dit « Moi, mon objectif, c'est pas forcément de jouer le général, c'est de jouer les victoires d'étape. » Donc ça veut dire que Romain Bardet, pour qu'il dise « Je joue les victoires d'étape », c'est qu'il sait très clairement que pour le général, ça ne le fera pas. On rappelle un petit peu récapitulatif de ce qui s'est passé à la DSM. Premier jour, contre-la-montre par équipe, ils ont la chance de partir deuxième, ils remportent le contre-la-montre par équipe. Par contre, le lendemain, ils perdent le maillot parce que ça ne s'est pas forcément bien coupillé pour eux en fin de journée, notamment avec les Atours-Noirmont, avec la Jumbo-Visma. Ce matin, ils avaient quand même déjà du temps de retard par rapport à Piccolo, et qu'il aurait fallu remonter ce temps de retard par rapport à Piccolo, et surtout ils n'avaient pas de temps d'avance par rapport à Enric Mas, par rapport à Vlasov, par rapport à Kelderman. C'était pas à eux de rouler. Ils n'avaient pas de maillot à défendre. Alors pourquoi ils ont roulé aussi fort pour Romain Bardet, qui n'était pas une assurance touriste? Alors moi après je me suis dit, ils roulent pour Max Poul. Je me dis, c'est quand même couillu de rouler pour Max Poul, qui est quand même un jeune coureur. On ne sait pas trop comment il va réagir dans cette montée. Surtout que pour moi, je voyais plus Oscar Oldie que Max Poul pour le leader du général chez les jeunes, chez DSM. Et là, Max Poul finit, je crois, un truc à 60e, un truc comme ça, Max Poul aujourd'hui. 63, voilà, à 9,36. Et Romain Bardet, il n'était pas au top de sa forme, donc il se prend 30 secondes dans la tête. Et donc au final, ils ont roulé énormément pour pas grand-chose. Alors, est-ce que c'était pour que Romain Bardet prenne des points au classement de la montagne? Mais il n'a pas pris de points au final, vu qu'il a été repris. Donc je sais pas trop quelle était la stratégie du côté de la DSM. Mais Romain Bardet, voilà, plus moins, parce qu'on a vu quand même que pour les échappés, ça peut le faire, pour aller chercher une victoire d'étape. Par contre, alors après, il faudra quand même faire avec Caruso, donc a l'air d'avoir envie de prendre les étapes, et puis Kemna. Et peut-être d'autres coureurs seront partants aussi, peut-être un Landa aussi notamment, mais ça montre que les jambes sont là, mais je vois pas pourquoi ils ont roulé aussi fort aujourd'hui à vouloir partir à 2 bornes de l'arrivée. Enfin voilà, j'ai pas compris la stratégie. Et puis en flop, Vauquelin, mais c'est une demi-surprise. Vauquelin, alors il avait dit on saura tout de suite si on est dans le tempo ou pas. Il n'est pas dans le tempo, Kevin Vauquelin. Mais j'ai envie de dire que depuis ses problèmes autour de Romandie, on n'a pas le même Kevin Vauquelin. C'est-à-dire qu'on a un Kevin Vauquelin qui est très performant sur le début de saison, 4e de l'Étoile de Bessèges, vainqueur du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, 18e de Paris-Nice en étant 5e à la Loge des Gardes, 2e de la Route Adélie de Vitré, 6e du Région Pays de la Loire Tour, vainqueur du Tour du Jura, 9e du Tour du Doubs, Tour de Romandie où il passe complètement à côté, et depuis c'est 20e du Tour de Pologne, en étant 7e du contre-la-montre à Katowice, mais c'est pas si exceptionnel que ça quand même, surtout qu'à Katowice il finit quand même derrière Van Wilder, donc sur un contre-la-montre comme ça de 16-6 tout plat,
Alors il finit devant McNulty, mais qui est pas au top de sa condition physique. Il finit devant Sivakov, mais ouais, bon, c'est pas si mal que ça quand même. Mais il finit que 20e au classement général, c'est-à-dire que sur les étapes de boss, il a été plutôt en difficulté. Tour du Limousin, il prend la 5e place, mais sans avoir été en mesure d'aller vraiment chercher la gagne et d'avoir vraiment menacé Romain Grégoire. C'est pas du grand Kevin Vauquelin là, depuis le mois de mai, et là c'est un peu la confirmation, hein, parce que je pense que si on avait le Kevin Vauquelin du début de saison, bah, ça aurait été vraiment, vraiment bien, sauf que là bah, ça a été compliqué, 47e. C'était l'objectif de se tester sur un grand tour. Ça reste un coureur quand même qui a 22 ans. C'est son premier grand tour dans sa carrière. Mais forcément, maintenant, il va falloir envisager autre chose parce que pour le général, ça risque d'être compliqué du côté de Kevin Vauquelin qui va être un petit peu en difficulté pour le moment, le coureur français. Donc on va voir vraiment comment ça va se passer. Pour le moment, c'est pas ma sonnerie de téléphone, c'est la sonnerie du téléphone de ma mère parce que je suis obligé d'utiliser le téléphone de ma mère tout simplement parce qu'au niveau des connexions internet, elle n'arrive pas à faire fonctionner la 4G sur le sien. Donc j'utilise la 4G parce que je rappelle, j'ai toujours pas d'internet. On fête les 2 mois sans avoir de ligne internet. On remercie Orange, c'est vraiment du grand talent en termes de réparation et de services après-vente. Donc je termine avec Kevin Vauquelin qui n'était pas dans le bon tempo aujourd'hui. C'est dommage parce que voilà, depuis le Tour de Romandie, c'est un peu compliqué pour lui. Donc quand je l'ai vu au niveau du classement qu'il était loin, j'étais pas vraiment surpris parce que voilà, encore une fois, c'est depuis le début de saison, c'est un peu compliqué. J'étais pas vraiment surpris en n'ayant pas vu de maillot jaune pétant fluo avec le casque rouge non plus parce qu'encore une fois, depuis le Tour de Romandie, c'est un peu compliqué pour lui. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! On passe au coureur au top désormais avec Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui s'impose aujourd'hui. Belle victoire d'étape pour Remco. Quand certains ont encore des doutes sur ses qualités au sprint, moi j'en ai plus depuis le tour depuis la Classica San Sébastien notamment. Mais même avant, c'était sur le Tour de Catalogne qu'il avait gagné au sprint aussi, dans une belle arrivée en faux plat montant. Donc on n'a plus vraiment ou qui avait fait deuxième, je sais plus. Mais il n'y a plus vraiment de surprise maintenant avec Remco sur les sprints. C'est un domaine sur lequel il a énormément progressé. Donc ça, c'est plus une surprise. Je pense qu'il a... Là, aujourd'hui, il gagne. C'est pas forcément sur ses qualités au sprint, c'est sur le placement. Je pense qu'il avait très bien repéré l'arrivée, Remco Evenepoel. Il savait qu'il y avait l'épingle, il savait que celui qui passait premier au niveau de l'épingle, il avait grande chance d'arriver, de gagner devant. J'avais dit, l'épingle allait être importante aujourd'hui sur ce sprint, et on voit que c'est sur le placement. Il fait son effort à 250 mètres parce qu'il sait que dans les 50 derniers mètres, peut-être qu'il savait déjà que c'était un faux plat descendant. Moi, j'avais pas cette information-là. Mais on voit que son objectif, c'est de se placer en tête à l'épingle. C'est l'erreur qu'a fait Roglic, par exemple, aujourd'hui. Mais Remco ne l'a pas faite. Pourtant, je peux vous dire qu'à 4-5 km de l'arrivée, je regardais un peu Remco Evenepoel. Je sais pas, des fois les impressions visuelles vous trompent, mais je ne le trouvais pas exceptionnel à ce moment-là. Je me disais, ouais, il n'est pas fantastique, voilà, Remco Evenepoel. Mais quand il place son accélération, tu retrouves les qualités de Remco Evenepoel, les qualités de puissance de Remco Evenepoel. Et là derrière, ça a été costaud. Bon, après il y a la chute. La chute, elle est impressionnante. Il faudra voir quand même au niveau commotion, mais vu l'interview qu'il a fait après, j'ai l'impression qu'il n'était pas vraiment commotionné. L'arcade... Alors, il était plein de sang, mais il a été touché à l'arcade. L'arcade, dès que vous faites un pet à l'arcade, c'est le sang intégral. Donc, demandez à Bernard Hinault, c'était 85, quand il se pète l'arcade et qu'il est complètement en sang à l'arrivée, je sais plus, c'est une arrivée d'étape sur le plat. Et là, il a été touché à l'arcade, il a un trou d'un impact d'une pièce de moins de 2 euros au niveau de l'arcade, donc c'est normal, ça pète tout de suite, ça pisse le sang. Par contre, je sais pas, il est quand même tombé un peu à l'arrêt, donc il faudra voir si au niveau omoplate,
Au niveau épaule, c'est pas touché parce que ça a été un peu un arrêt buffet. Donc c'est plus ça qui m'inquiète au niveau de Remco Evenepoel que du sang au niveau de la chute parce que c'est l'arcade sourcilière et que l'arcade sourcilière, pardon, ça pisse le sang tout de suite. De toute façon, quand vous faites un pet à la tête, vous pissez le sang. Donc c'est pas les vaisseaux, il y a peu d'épaisseur de peau. Voilà. Enfin, il y a peu d'épaisseur de peau. Oui. C'est-à-dire que dès que vous touchez, souvent, ça pisse le sang au niveau de la tête. Ou sinon, vous faites une énorme bosse. C'est l'autre solution. Mais voilà, du côté de Remco Evenepoel, c'est ce qui s'est passé au niveau de l'arcade, de cette chute. Ça va l'énerver encore plus. Je pense voilà, c'est plus la colère peut-être qui va l'empêcher de dormir ce soir que cette blessure du côté de l'arcade. Et bon, c'est dommageable pour Remco parce que c'est encore un coup de stress, encore un coup d'énervement. Et la perte d'un flux nerveux dû à cette colère, dû à ce stress, ça va peut-être coûter en troisième semaine. On oublie toujours, on en parle dans d'autres disciplines, je pense à l'athlétisme, je pense à la natation. On parle toujours de cet influx nerveux entre deux courses, qu'il faut essayer de rester le plus calme possible, de perdre le moins d'énergie à cause des réflexions, à cause de la psychologie. On n'en parle pas trop dans le cyclisme, mais ça a un impact, cet influx nerveux. Quand vous pensez à autre chose, je pense notamment à un contrat que vous devez renouveler, vous avez la tête ailleurs, vous n'êtes pas forcément très concentré, mais surtout vous perdez de l'énergie au niveau du mental. Et ça peut vraiment vous coûter ensuite en troisième semaine. Donc j'espère que ça lui coûtera pas trop en troisième semaine. Deuxième coureur au top, c'est Juan Ayuso, le coureur espagnol. Qui a été bon quand même aujourd'hui, qui a tenté d'animer la course. Alors ça n'a pas marché. Mais dans la hiérarchie chez UAE, savoir qui va être devant qui, forcément il marque des gros points par rapport à Almeida, je trouve, parce que Almeida a été moins tranchant aujourd'hui. Alors c'est toujours le cas avec Almeida. On sait que c'est un coureur qui a toujours du mal à être dans le rythme, dans les montées. Il n'encaisse pas les grosses accélérations, mais on voit que c'est la force d'Ayuso. C'est le même profil que Contador et qu'il va falloir jouer avec lui aussi. On voit qu'il n'a pas paniqué quand il a eu les Jumbo dans la roue. C'est un coureur qui est assez intelligent tactiquement quand même. Alors Juan Ayuso, souvent il fait assez peu d'erreurs tactiques, il place quand même des banderilles souvent au bon moment, et là c'est ce qui s'est passé, donc maintenant ça sera à lui, il va falloir qu'il provoque, mais je pense qu'il a les cannes pour aller provoquer des grosses accélérations et pour faire mal à ses adversaires, donc ça c'est très très bien de la part du coureur espagnol qui a fait vraiment une très très belle course aujourd'hui et qui n'a pas trop craqué parce qu'à un moment on avait l'impression qu'il ne pouvait pas suivre, mais il finit quand même troisième de l'étape, donc au niveau du classement général c'est pas mal pour lui parce que Juan Ayuso remonte à la 11e place. Alors, je rappelle que UAE n'avait pas fait un bon contre-la-montre et surtout si on compare à un Roglic, il est à 1 seconde de Roglic. Bon, Vingegaard est à une dizaine de secondes, mais il n'est pas largué du tout au niveau du classement général par rapport à d'autres coureurs qui sont un petit peu plus loin. Troisième coureur au top, et pas le dernier, c'est Kieran Uijtdebroek. Je le prononce bien. 8e, un peu comme Martinez, on est sur des coureurs qui sont très jeunes. Alors Uijtdebroek, on sait ses qualités, on avait vu l'année dernière sur le Tour de l'Avenir notamment, qui a été remporté par Del Toro, un jeune Mexicain, pour ceux qui n'ont pas suivi trop le Tour de l'Avenir, qui pourtant a dû faire face au contre-la-montre par équipe qui forcément nuit aux petites nations comme le Mexique. Mais Del Toro, il s'est imposé sur les étapes de montagne. Il a renversé la course par rapport à Chitelo qui avait pourtant une grosse quarantaine de secondes d'avance avant la dernière étape et surtout il est parti loin en plus, donc il a vraiment animé la course, le petit Mexicain, et surtout il n'était pas vraiment repéré par les grosses structures et c'est UAE qui va peut-être le signer parce qu'il devait peut-être rejoindre des équipes de deuxième division, mais il semblerait que UAE ait regardé le Tour de l'Avenir et se soit dit tiens, c'est un coureur qui est intéressant, et il a réalisé une performance que seul
seul Warren Barguil avait fait jusqu'à maintenant, c'est de remporter tous les maillots en remportant également la victoire. C'est-à-dire qu'il a remporté le maillot blanc de meilleur jeune, alors qu'il n'existait pas à l'époque de Warren Barguil, mais surtout le maillot de la montagne, le maillot vert également. Donc ça, c'est très intéressant. Pour revenir à Cannes, à Utebrooks, pardon, du côté de la Bora, Vlasov semble pas exceptionnel. Moi, de ce que j'ai vu là aujourd'hui, Vlasov me semble pas impérial. De toute manière, je pense qu'à partir du moment où on laisse Lennart Kemna partir en échappée, c'est qu'on vise peut-être pas trop un top 3, un top 4 avec Vlasov, parce que si Vlasov était vraiment sûr de sa condition physique, on ne laisserait pas Kemna partir en échappée. Et j'ai l'impression qu'Utebrooks, lui, était très très à l'aise dans cette montée et me semblait très très bien. Et avec Martinez, c'est dans cette catégorie peut-être des coureurs de moins de 23 ans. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils peuvent donner au niveau du classement des jeunes, parce que c'est des coureurs qui sont vraiment qui peuvent faire un top 5 sur ce classement des meilleurs jeunes. Donc ça peut être vraiment deux coureurs très intéressants. On passe tout de suite à la Jumbo, du côté de la Jumbo. Alors c'est top, parce que collectivement, la Jumbo aujourd'hui, ils ont montré qu'il va falloir compter avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont montré que Sepkus était en forme. Alors on verra sur les 3 semaines, peut-être que la dernière semaine, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais on a vu surtout que pour le moment, ni Vingegaard ni Roglic ne se courent après. On est assez collectif. Et puis on a vu qu'avec Kelderman aussi, c'est-à-dire que dans le final, dans le top 15, si on prend le top 15, Kuss est 14e, Kelderman est 11e, Roglic est 4e, Vingegaard est 2e. T'en as 4 dans le top 15. Donc dans les grosses étapes de montagne, je pense notamment à l'étape du Tourmalet, ils ont une force de frappe que n'a pas UAE, que n'a pas Soudal Quickstep, que n'a pas non plus la Movistar. Le problème, c'est qu'il va falloir bien s'en servir. Là, aujourd'hui, c'était un peu brouillon. On a vu Sepkus à un moment attaquer, on a vu un moment Vingegaard qui, voulait pas trop réagir, un peu frileux comme d'habitude. Roglic, qui a ce positionnement qu'on a vu sur le Giro. Certains ont dit Roglic est en difficulté parce qu'il est mal placé dans le peloton. Non. Le Roglic de cette année est pas bien placé dans le peloton. On en a parlé sur le Giro, je crois que j'ai fait au moins 3 vidéos sur le Giro en disant regardez Roglic, à un moment ça va se retourner contre lui. Ça s'est pas retourné contre lui, mais c'est sa nouvelle manière de se placer dans les pelotons, d'être plutôt caché, alors qu'avant il aimait bien courir devant. Peut-être qu'il économise plus d'énergie dans cette position-là que quand il était tout devant, et qu'il considère que c'est une prise de risque, mais qui est intéressante au niveau physique. Et puis, Kelderman, il faut quand même s'en méfier, parce que de le voir dans le top 10, dans le top 15 de l'étape Kelderman, c'est un coureur qui arrive assez frais. Il a fait quand même le Tour de Suisse où il a été assez impressionnant. Ça reste un coureur qui était très bon sur 3 semaines. Alors, c'était pas un coureur très spectaculaire, mais en tant qu'équipier, il faut mieux l'avoir avec que de l'avoir contre soi. Donc, ils ont une équipe solide. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils s'en servent un peu mieux dans les autres étapes de montagne. On passe tout de suite au Bonnet d'Âne. Première équipe Bonnet d'Âne aujourd'hui, c'est Ineos. Flop complet. Moi, déjà, j'ai été surpris quand j'ai vu la start list définitive de ne pas voir Rodriguez. Parce que normalement c'était prévu qu'il fasse Tour de France Vuelta. Alors au départ c'était prévu qu'il fasse que Vuelta, et puis comme pour le Tour de France, ça a été un petit peu compliqué, ils se sont dit on va le mettre sur le Tour de France aussi. Mais je suis assez surpris de ne pas le voir sur ce Tour d'Espagne. Alors on sait qu'avec Rodriguez, en ce moment Carlos Rodriguez, il y a un imbroglio au niveau contrat. Nous, on pensait que c'était signé un contrat avec Movistar. Il semblerait que ça soit qu'un pré-contrat qu'il ait signé avec Movistar et que Ineos voudrait le conserver. Il semblerait qu'il y ait une sorte de bataille juridique sur Carlos Rodriguez. Mais quand j'ai vu la start list, je me suis dit Geraint Thomas. Mais Geraint Thomas, la Vuelta, c'est pas le profil de montée qui lui convienne le mieux. Parce que c'est des montées sèches, l'Angliru, ça convient pas aux qualités de Geraint Thomas. J'ai vu Arensman, je me suis dit Arensman, il avait eu un début de saison un peu compliqué.
Mais ensuite, sur le Giro, ça allait mieux. Arensman, voilà, un deuxième grand tour dans les pattes. En plus, il connaît déjà la Vuelta, il l'a fait l'année dernière. Ça peut être très intéressant. Et puis Bernal, bon, qui est toujours là, qui n'a pas fait un Tour de France catastrophique, Bernal, même si on sent qu'il a du mal à retrouver son niveau, mais ce qui est tout à fait normal après avoir passé une saison complètement blanche. Mais aujourd'hui, l'étape convenait à Geraint Thomas, 47 secondes de perdu. Donc déjà, tu sens qu'il n'a pas les cannes pour aller jouer la gagne. Arensman, pareil, lâché. Bernal, qui finit aussi à 47 secondes. Je parle même pas de Castroviejo, qui n'est pas dans le coup non plus aujourd'hui, parce que ça pouvait être une option pour un top 15, Castroviejo. C'est-à-dire que ce soir, on a roulé toute la journée, enfin une grande partie de la journée chez Ineos, pour que le meilleur coureur de l'équipe il soit 15e et qu'au général, le meilleur coureur d'Ineos, ça soit Arensman qui soit 14e, déjà à 45 secondes, alors qu'on a eu pour le moment très peu de courses. C'est pas rassurant du tout pour Ineos. Je pense qu'il va falloir envisager d'aller prendre les échappées. Et bon, c'est frustrant parce que cette équipe-là, il y a l'organisation collective, mais il n'y a pas le leader. On revient toujours au même problème avec Ineos. Ils ont le collectif aujourd'hui pour accompagner un Remco Evenepoel ou un autre coureur au sommet. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le Remco Evenepoel, ils n'ont pas Vingegaard, ils n'ont pas Ayuso, ils n'ont pas le coureur. Alors, avec Rodriguez peut-être, mais bon, ils vont peut-être le perdre. Mais il leur manque le coureur qui est capable de faire la différence. Ils n'ont pas des mauvais coureurs, mais ils n'ont pas le top coureur pour faire la différence. Arensman, c'est encore un peu tendre. Rodriguez, peut-être que dans un an, peut-être que dans 2 ans, ça sera suffisant. Mais pour le moment, il est capable de faire des top 5, mais pas d'aller chercher la gagne forcément sur un grand tour. Mais je pense que c'est leur meilleure carte actuellement dans cette équipe. Après, est-ce qu'ils vont le perdre ou pas ? Mais c'est quand même un peu un souci. Plus cette rumeur qui semble farfelue de fusion avec la Soudal Quick-Step. Elle semble farfelue pour moi parce que vu les collectifs, les règles des 30 coureurs, je vois pas comment on arrivera à fusionner les deux effectifs. Même en renouvelant pas beaucoup de coureurs d'un côté comme de l'autre, on en aurait trop sous contrat. Donc il faudrait casser des contrats et ce serait compliqué. Et ça serait une première en plus dans le monde du cyclisme. Juste pour avoir Remco Evenepoel. Alors je sais bien que Remco Evenepoel, c'est un super coureur. Mais faire autant de bordel juste pour un coureur, bon. C'est pas... Et pour Julien Lafilippe, ça serait pas encore qu'on essaye de liquider à tout prix. Mais ouais. Je pense que Ineos, il leur manque vraiment le top leader et je pense que cette Vuelta va être compliquée parce que Geraint Thomas, il a quand même plus les jambes de ses 20 ans ou de ses 30 ans. Enchaîner 2 grands tours à son âge, ça commence à être très compliqué. Que Arensman, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation-là, je crois. Et que Bernal, il lui manque du foncier, donc on se retrouve à avoir une équipe un peu légère. Bon, on verra ce que ça va donner dans les jours à venir, dans les étapes à venir. Et en plus, ils n'ont pas de sprinter. C'est-à-dire que s'ils avaient emmené Viviani, on dit, on joue peut-être les sprints, mais là, ils n'ont même pas de sprinter. Landa, année compliquée pour Mikel Landa, on l'a vu sur le dernier Tour de France, où il visait quand même un classement général, ça a été difficile. Là, j'ai l'impression que sur cette Vuelta, il perd quand même pas mal de temps aujourd'hui. Il finit à 1,29 aujourd'hui, Landa. J'ai l'impression que le poids des ans commence à se faire sentir. Après, quand j'ai vu Caruso devant, je me suis dit, Landa, il doit pas être dans un grand jour. Parce que, Caruso, tu vois Caruso attaquer, tu te dis... tu vois Butrago aussi pas être à côté de Landa, tu te dis on mise pas sur Landa. Le poids des ans se fait sentir. Alors il a un nouveau projet normalement pour l'année prochaine, c'est d'aller jouer
quelque chose d'aller jouer l'équipier avec Remco Evenepoel pour les 2 prochaines saisons. Et je pense que ça sera un équipier très intéressant pour Remco et qui peut lui apporter beaucoup d'expérience. Mais on voit bien que pour jouer sa carte personnelle maintenant, ça commence à devenir compliqué parce que sur le Tour de France, il fait 19e, mais il est obligé de prendre l'échappée à Morzine et à Saint-Gervais pour réussir ce classement-là. Sur le Dauphiné, il prend une 22e place qui n'est pas exceptionnelle. Alors il y a eu le Tour du Pays Basque et la Flèche Wallonne. Mais on sait que le Tour du Pays Basque, c'est une course qui lui correspond bien. Lui aussi, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, il y a eu quand même un avant et un après mois d'avril pour Landa, mais je pense qu'il voit aussi qu'il a 33 ans et qu'on est à un âge où au bout d'un moment on commence à fatiguer. Et quand tu le vois aller en tant qu'équipier chez Soudal Quick-Step, c'est que je pense qu'il a le sentiment qu'il a atteint le maximum de ses capacités et qu'il est dans une phase peut-être plutôt de régression. Landa, ça sera quand même un peu une déception parce que alors déception quand même relative, mais déception quand même parce que quand il arrive chez Sky, je suis pas sûr que ça a été le bon choix de carrière à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il fait Euskaltel, il va chez Astana où il y a en plus Nibali. Donc déjà bon, c'était un choix particulier, mais encore il est arrivé à s'en sortir. Mais je trouve que de passer d'Astana à Sky, ça c'était pas la bonne solution parce qu'à Sky il s'est retrouvé à être équipier très souvent. Movistar, c'était un beau choix. Il fait que 2 ans, par contre, chez Movistar. Et le problème, c'est ce Giro 2019 où il se fait battre par Carapaz. Et ça lui a fait très mal dans sa carrière de ne pas monter sur le podium de ce Giro. Ça n'a pas été facile à vivre pour lui cette année-là. Mais c'est vrai qu'on se disait en 2015, quand il fait 3e du Giro, on se dit bah, c'est un mec qui va aller jouer les grands tours et qui va surtout aller jouer la gagne sur les grands tours. Et il lui a toujours manqué un petit truc à Landa. Soit il y a eu la malchance, soit il y a eu un Carapaz, soit il était équipier. Il y a toujours un truc, un peu de travers avec Landa. C'est ça qui est un peu triste avec ce coureur. Qui a commencé en 2010 avec Orbea, 2011 en World Tour. Depuis 2011, il est en World Tour. Ça veut dire que ça fait 13 ans, 12 ans qu'il est en World Tour. C'est assez impressionnant. Et 20 grands tours à son actif. 6 Tours de France, 7 Giro, 7 Vuelta. C'est assez rare même d'avoir le même nombre de grands tours quasiment sur les 3. Ça n'arrive pas très souvent. Et 16 victoires dans sa carrière. Ce qui n'est pas énorme non plus, pour Landa, vu les qualités de ce coureur. Et puis je termine avec Dunbar. Là aussi, pourtant Dunbar, il venait avec des ambitions sur ce Tour d'Espagne. Il avait vraiment envie de bien faire sur ce Tour d'Espagne, dit Dunbar. Il avait dit je suis là pour continuer mon travail sur les grands tours après le Giro. C'est pas la fête du slip pour Dunbar aujourd'hui. On l'a pas vu, on n'a pas vu les Mitchelton quasiment. Enfin les Jayco, pardon. C'est Zana qui finit premier Jayco, 34e. Et Eddie Dunbar, il finit 43e à 2,37. C'est déjà beaucoup de temps perdu. Il est lâché quasiment 2,37 aujourd'hui. Il est quasiment dans le groupe Michael Cherel. Il est avec Javier Romo. Il a souffert aujourd'hui. C'est dommageable parce qu'il sort quand même d'une très grande Vuelta où il a été très performant sur la Vuelta. Il a très bien fini, surtout sur la Vuelta. Il a repris que sur le Tour de Pologne, c'est-à-dire quasiment 2 mois de pause. C'est assez rare. Mais là, sur cette Vuelta, c'est pas un très bon début. Alors peut-être qu'il n'a pas assez couru non plus avant cette Vuelta, parce que seulement le Tour de Pologne, et c'était quand même il y a quasiment 1 mois le Tour de Pologne, c'est pas suffisant, je pense, avant une Vuelta. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un problème de remise en route et pas un problème vraiment de physique fatigué, mais peut-être plutôt un problème de manque de jours de course, de trop de délai entre ces différentes épreuves, et ça c'est peut-être un peu un problème.
On verra comment ça se passera dans les prochains jours. Après, encore une fois, il est à 2,30. Au général, ça doit le placer. Dunbar. Jaïko. Il est à 3,32 au général. Donc, c'est encore totalement récupérable sur la suite de cette Vuelta. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'entame de course vraiment envisagée pour le coureur irlandais. Bon, c'est la fin de cette longue vidéo. On a fait 40 minutes aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à faire aussi long. Nous, on se retrouve donc demain 7h pour la présentation de l'étape numéro 4. Débrief à 21h et à 17h30 sur TikTok. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la fois à la chaîne YouTube, à TikTok, à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!